Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la visite du chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, le 25 juin dernier à Ouagadougou. Il est intitulé « Assimi Goïta à Ouagadougou, les raisons d'une visite ». Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Ahmed Kateb, ancien journaliste et présentement chercheur en sciences politiques. Bonjour Ahmed Kateb. Bonjour Zine Chafaoui. Alors Ahmed Kateb, le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, était en visite le 25 juin dernier à Ouagadougou, une première depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré au terme d'un coup d'État. Assimi Goïta a été reçu en grande pompe par son homologue Ibrahim Traoré. La présence des ministres maliens de l'administration territoriale, des affaires étrangères, des finances, des transports et de la défense, ainsi que celle d'une grande partie du gouvernement burkinabé, démontre l'importance que revêt cette rencontre pour les deux pays. La présidence du Mali a décrit cette visite comme une étape importante dans le partenariat entre les deux pays. Même chose côté burkinabé, qui a parlé d'une excellente relation de coopération avec son voisin. La coopération entre Bamako, Niamey et Ouagadougou a pris un chemin de non-retour, a d'ailleurs déclaré Assimi Goïta, après un entretien avec son homologue burkinabé. Les deux pays veulent renforcer les relations entre les membres de l'Alliance des États du Sahel. Alors, Ahmed Kateb, dans quelles conditions, dans quel contexte intervient la visite du chef de l'État malien à Ouagadougou? Oui, Zine Chafaoui, donc pour planter le décor, la visite d'Assimi Goïta à Ouaga s'inscrit dans un contexte, pour le moins que l'on puisse dire, délicat. Contexte sécuritaire délicat. Il faudrait peut-être rappeler qu'il y a eu une attaque il y a quelques semaines contre un village au Burkina Faso, une attaque qui s'est soldée par la mort d'une centaine de personnes entre civils et militaires, d'où un début de désaveu, une sorte de fronde contre le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la transition burkinabé, et qui a abouti à l'éclipse de ce dernier pendant pratiquement une dizaine de jours. En recevant son homologue malien, le capitaine Traoré revient sur le devant de la scène, réaffirme sa primauté en tant que chef de la transition et chef des armées burkinabé. Et d'un autre côté, Assimi Goïta, il est vrai, annonce à chaque fois des hauts faits d'armes des forces armées maliennes, les FAMA. On sait que il y a eu beaucoup de revers, notamment dans le nord du pays, et que le climat politique reste très tendu à Bamako, notamment après l'emprisonnement de nombreux journalistes et de nombreux leaders politiques. Donc le contexte est véritablement explosif, tendu, et les deux partenaires maliens et burkinabés, on le voit clairement, affichent une volonté de s'entraider mutuellement en capitalisant plusieurs secteurs. Vous avez cité les ministres maliens présents à Ouaga. Donc, outre les affaires étrangères et la défense, on a les ministres des transports, des finances, de l'aménagement du territoire. Donc, on est dans une logique de complémentarité, on est dans une logique d'intégration telle qu'a été et de lancée, mutualisation des efforts. Tout à fait, par l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, un groupe entre trois États, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mais qui a tendance à évoluer vers un système confédéral. C'est peut-être le début, les prémices
de cette transformation, mais ne gageons de rien. Le chef de l'État malien Assimi Goïta a été reçu véritablement en grande pompe à Ouagadougou. Tout à fait. C'est un allié de fait. Oui. Déjà, les deux pays collaborent d'un point de vue sécuritaire et Assimi Goïta l'a déclaré à Ouaga après ses entretiens avec Ibrahim Traoré. L'armée burkinabé a le droit de poursuite des groupes terroristes au Mali, donc en plein territoire malien et vice-versa. Les FAMA ont justement ce droit de poursuite des groupes armés, terroristes, de crimes organisés sur le territoire burkinabé. Donc on est dans une sorte de fusion des efforts dans la lutte antiterroriste. Mais cela reste en deçà des attentes des deux peuples. Pourquoi ? Parce que ces deux pays sont confrontés à une lame de fond très puissante de ces mouvements terroristes, de ces groupes de crimes organisés transnationaux qui dépassent le cadre de la région du Sahel avec des connexions à l'international, notamment l'État islamique au Grand Sahara, le JNIM, Al-Qaïda, donc Boko Haram. On a des ramifications, donc, et on a également une sorte d'alimentation des théâtres burkinabés et maliens par cette multinationale du crime. Oui. Alors, Ahmed Kateb, on a l'impression, cette visite a été suivie de très près à la fois par les pays de la région, les organisations sous-régionales. Cette visite a été aussi suivie de très près par un certain nombre de capitales occidentales. On a l'impression que le déplacement de Assimi Goïta dans la capitale burkinabé a douché les attentes de pas mal d'acteurs à la fois continentaux et internationaux. Déjà, différentes déclarations faites par le président malien Ouagadougou sont clairement dirigées contre la France, l'ancienne puissance coloniale. La France et la CEDEAO. Et la CEDEAO. Effectivement. Donc on voit que Assimi Goïta, même sans citer nommément la France, il faut le dire. Et sans citer la CEDEAO non plus. Et sans citer la CEDEAO, lorsqu'il parle de partenaires stratégiques qui alimentent le terrorisme, on voit vers quelle direction il regarde. Et quand il parle également de partenariat de fait et non pas de déclaration, on pense directement à la CEDEAO. Donc Assimi Goïta n'a pas mis de gants pour attaquer frontalement et l'ancienne puissance coloniale et le groupe des États d'Afrique de l'Ouest auquel le Mali appartenait il y a pas très longtemps. Donc, jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de janvier 2024. Si vous le permettez, alors Assimi Goïta a donné une allocution à son arrivée à Ouagadougou, dans laquelle il a vanté l'acquisition de matériel militaire auprès de la Russie, de la Chine et de la Turquie, qu'il a qualifié de partenaires sincères. La France est, elle, qualifiée de partenaire non efficace. Alors, pour le président de la transition malienne, la rupture avec l'ancienne puissance coloniale est définitive. Alors, je cite, « Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nos destins sont liés. » Parlant de ses voisins, des trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel. Alors, nos destins sont liés et on a pris un chemin de non-retour. Que cela soit clair et nous allons travailler à répondre aux aspirations de nos différents peuples. On ne peut pas être plus clair. Non, c'est, comme on dit, on ne peut plus clair. Donc, on ne peut plus clair. On ne peut plus clair. C'est affiché, c'est affirmé, affiché et assumé. Cependant, on ne peut pas, de mon point de vue, changer un hégémon par un nouvel hégémon. Un ancien hégémon, l'ancienne puissance coloniale, par un nouvel hégémon. Que ce soit la Russie, la Chine ou un autre pays. Pour rappel, la Russie, la Chine et la Turquie sont de grands producteurs d'armes. Et ils alimentent les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, après que ces derniers aient chassé la France, et pour le Niger, chassé les États-Unis de leur base, etc. Donc, pour prévenir à un éventuel embargo, qui ne dirait pas son nom d'ailleurs, ces États ont clairement affiché leur préférence vers les marchés russes, chinois et turcs. Mais qui dit, on en avait discuté en off avant l'émission, qui dit la Turquie, dit l'OTAN, dit les États-Unis. Cependant, maintenant, avec la présence de soldats russes ou de sociétés militaires privées russes ou de droit russe dans la région, c'est également ouvrir la boîte de Pandore. Donc, il y a aussi des soldats de sociétés militaires privées turques. Et autres.
Oui. Mais on ne vire pas, comme on dit, Barkhane et Takuba, etc., donc les forces françaises et européennes, pour les faire remplacer par de nouvelles forces, et tout en déclarant assumer jusqu'au bout la sécurité nationale. Donc il y a quelque part une sorte de schizophrénie dans le discours. Oui, de contradiction. De contradiction. Donc, soit on se prend en charge directement, clairement, dans une autonomie de décision, dans une autonomie de manœuvre, en dehors de toutes les logiques transnationales ou internationales qui font aujourd'hui que le Sahel soit un théâtre de rivalité entre l'Occident intégral, la Russie, la Chine, etc. Donc, que ces États assument leur sécurité et prennent en charge, s'approprient ces problématiques. Alors, vous pensez que le discours des membres de l'Alliance des États du Sahel sur la souveraineté est un discours qui ne tient pas debout? Écoutez, ça peut être un discours à consommation interne. Oui. Mais je pense réellement que c'est un discours à consommation interne. Oui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de souveraineté dans ces pays... On est dans une forme, beaucoup de spécialistes disent que nous sommes dans une forme de néo-souverainisme africain. On a mis en avant ce néo-souverainisme, ce néo-panafricanisme. Mais pour vous, ce n'est qu'une façade. Écoutez, après avoir observé l'évolution de la situation depuis les différents coups d'État, ceux du Burkina, du Mali et du Niger, on voit que les trois capitales sont réfractaires à une discussion régionale. Tout le monde se rappelle l'accueil fait à la proposition algérienne de sortie de crise, non seulement au Niger, mais pour toute la région du Sahel, et surtout la volte-face de Niamey, qui était très peu diplomatique. Donc on voit cette succession de reniements s'arc-boute ou s'adosse sur de nouvelles alliances conjoncturelles, sur de nouvelles alliances qu'on présente comme étant durables, sincères, efficaces, avec des puissances extra-régionales, quitte à obérer complètement la sécurité des États de la région. Là, on est en droit de se poser des questions, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la région du Sahel central n'intéresse pas seulement l'Algérie. Elle est directement menacée par cette instabilité chronique. Et c'est là où la question se pose. Pourquoi les alliés de l'Algérie, alliés, disons, partenaires de l'Algérie, sont dans ce jeu-là? Il faut se poser cette question froidement, calmement. Ils sont probablement dans des logiques de conquête de marché, de conquête de territoire. De territoire, de puissance. Ils sont dans des logiques de puissance. Mais c'est des logiques de puissance qui se font au détriment de la sécurité nationale de notre pays. Exactement. Alors, Ahmed Kateb, donc, le chef de l'État malien a tenu un nouveau discours de rupture à l'égard de l'ancienne puissance coloniale. Il y a aussi un discours de rupture à l'égard aussi de la CEDEAO. Oui, pour Assimi Goïta, la CEDEAO a complètement failli. Et c'est un groupe à la limite néocolonial. Qu'ils ont qualifié ou qu'ils ont accusé d'être à la solde de la France. C'est aller vite en besogne. Pourquoi ? Parce que la CEDEAO est un des 5 groupes régionaux qui constituent l'Union africaine. Et accuser la CEDEAO d'être à la solde de la France, c'est quand même assez gros comme mensonge. Il faut se l'avouer. La CEDEAO a des structures pérennes. C'est l'un des rares groupes régionaux africains qui fonctionnent, qui a des traditions, qui a des mécanismes efficaces. C'est vrai que plusieurs observateurs disent que le Nigeria domine de très loin ce groupement régional, de par sa puissance démographique, sa puissance économique, sa puissance militaire, mais cela ne veut pas dire que le Nigeria s'arroge tous les droits et agit en dictateur attitré ou se trouve à la solde de puissances coloniales. Donc là, il faut raison garder. C'est bien qu'il y ait un groupe sous-régional de type AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est tout à fait honorable. Cependant, il faut que l'Union africaine évite ce genre d'inflation de groupement et que l'Union africaine prenne en considération les aspirations, les attentes et surtout les capacités de chaque région pour pouvoir s'organiser. On ne peut pas se permettre cette inflation, ça c'est clair, et c'est à la CEDEAO maintenant de se réorganiser peut-être pour recueillir à nouveau en son sein
les trois pays. Vous pensez que c'est une opération, que c'est une mission possible, qui est de l'ordre du possible? On a l'impression que la rupture entre la CEDEAO et les pays composant les États de l'Alliance du Sahel est consommée. Attendons peut-être la fin des transitions. Selon vous, quelle est la raison de la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter la CEDEAO? Est-ce que ces pays n'ont pas fait scission avec la CEDEAO uniquement pour ne pas devoir répondre ou être tenus par les obligations de la CEDEAO qui les oblige à avoir un chronogramme de sortie de crise, d'organisation d'élections, de restitution du pouvoir aux civils? Tout à fait, c'est une piste non négligeable. Oui. Pourquoi? Parce que la CEDEAO a justement des traditions de retour vers la démocratie, à l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, lorsqu'on parle de néo-souverainisme, la véritable souveraineté, c'est également la souveraineté monétaire. Jusqu'à présent, les trois pays n'ont pas quitté la zone CFA. Ils n'ont pas quitté la zone CFA, effectivement. On se pose uniquement cette question. Bon, on parle d'une monnaie alternative, mais... On parle. À votre avis, Ahmed Kateb, est-ce que le divorce entre les États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO n'a pas eu aussi pour conséquence l'attitude extrêmement agressive que la CEDEAO a eue vis-à-vis à la fois de Bamako, de Niamey et surtout du Niger? On leur a quand même imposé des sanctions extrêmement lourdes. Peut-être un peu moins pour le Burkina Faso. Mais ce n'est pas la première fois, justement, que la CEDEAO impose des sanctions à l'égard de régimes non constitutionnels. Oui. Il y a eu des précédents. Oui. Maintenant, c'est vrai que la réaction de la CEDEAO par rapport au coup d'État au Niger a été par trop excessif. Pourquoi? Parce qu'on voyait l'effet domino. Burkina, Mali, Niger et qui d'autre? Maintenant, ça s'est arrêté. Bon, la contagion s'est arrêtée et c'est peut-être grâce ou à cause des sanctions de la CEDEAO à l'encontre de ces pays. Maintenant, il faudrait peut-être resituer les choses. C'est vrai que la CEDEAO avait menacé d'intervenir directement au Niger. Elle a soutenu même les remontrances françaises. Le Nigeria, au début, avait pris contact avec la France pour coordonner une action contre les putschistes à Niamey. Et puis, tout est redescendu. La fièvre est redescendue et la CEDEAO est revenue à de meilleurs sentiments en levant progressivement certaines contraintes, certaines sanctions à l'égard de ces trois pays. C'est vrai que la décision de sortir directement de la CEDEAO a été saluée par les populations du Niger, du Mali, du Burkina, comme étant une décision de souveraineté. La décision également de quitter le G5 Sahel, là, c'est une question de souveraineté également. Elle a été saluée non seulement par les populations locales, mais surtout par tous les panafricanistes et les anticolonialistes. Maintenant, reste la prochaine étape. Est-ce que ces trois pays voudront quitter la zone franc CFA? Et on parle d'une monnaie alternative, mais bon, pour le créer une monnaie alternative, au stade mais de projet. Il faudrait que cette monnaie soit adossée à une banque centrale puissante. Exactement. À des réserves en or, tout à fait assez conséquentes. Appréciables. C'est vrai que ces trois pays sont deux producteurs surtout pour le Mali et le Burkina Faso. Le Burkina sont des producteurs très respectables d'or. Mais ça ne résout pas le problème. Je crois que le Mali est le deuxième ou le troisième plus grand producteur d'or en Afrique déjà, parce que le premier, je crois que c'est l'Afrique du Sud. Tout à fait, mais le Mali se classe dans le top 10 mondial déjà. Exactement. Et maintenant, les questions qui devront se poser sont très simples. Est-ce que ces pays prendront en charge leur propre sécurité, se réapproprient ces problématiques, construisent un complexe de sécurité régionale réel, tout en revenant au mécanisme de Tamanrasset, au CEMOC de Tamanrasset, pour pouvoir dialoguer. Parce que c'est un cadre de dialogue régional qui exclut les puissances extra-régionales et extra-continentales. Donc c'est un forum, c'est un cadre de dialogue régional qui permettrait aux différentes parties d'échanger des points de vue et de bâtir, de construire justement des architectures sécuritaires, locales, africaines, propres au Sahel, qui prennent en considération les réalités du terrain et qui ne soient pas imposées par telle ou telle partie qui viendrait avec un parachute doré et avec un agenda dicté aux dirigeants de la région leur ligne de conduite. Très bien. Alors, Ahmed Kateb, en septembre dernier,
septembre 2023, les trois pays dont on parle, à savoir le Niger, le Mali, le Burkina, annoncent la création des États du Sahel. Au mois de janvier, ils annoncent le retrait de la CEDEAO avec effet immédiat. Cette annonce est suivie de celle du retrait de ces trois pays aussi du G5 Sahel. Bon, on le voit bien, on est dans une logique de rupture. Est-ce que ces pays finiront par revenir dans le giron de la CEDEAO? On n'en sait rien pour le moment, mais aujourd'hui, le fossé entre ces trois pays, la CEDEAO, ne cesse de se creuser. Ahmed Kateb, est-ce que le projet de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, où en est justement la mise en place de cette alliance? Est-ce que je sais qu'au mois de mai dernier, les ministres des Affaires étrangères des trois pays se sont retrouvés à Niamey pour faire avancer cette construction régionale qui prend la forme d'une confédération. À l'époque, il y a le mois de mai dernier, Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fait une déclaration dans laquelle il s'est enorgueilli de la naissance, de l'acte de naissance de l'Alliance des États du Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette nouvelle entité est viable ou est-ce qu'elle est déjà fonctionnelle sur le terrain? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une chimère? La qualifier de chimère, c'est aller vite en besogne. D'accord. Maintenant, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Et la visite d'Assimi Goïta à Ouaga... Fondamentalement, c'est une bonne chose que ces trois pays s'organisent et qu'ils décident de mutualiser leurs moyens pour lutter contre le terrorisme. C'est une excellente chose. Un certain nombre de questions. C'est une excellente chose. Très bien. Et ça permettrait éventuellement de gagner de nombreux points face à l'hydre terroriste. Maintenant, il faudrait peut-être prendre le problème autrement. L'Alliance des États du Sahel, qui doit évoluer vers une confédération, c'est ça. Puis à terme vers une fédération. Donc la création d'un État supranational, etc. La question qui se pose, est-ce que cette nouvelle entité ne sera pas le ventre mou du Sahel, oui ou non? Est-ce qu'elle sera viable? Oui ou non? Quelles seront ses relations avec ses voisins du nord, du sud, d'est et d'ouest? Ce sont ces questions qui méritent d'être posées. Les trois pays sont des pays enclavés. Et on a vu il n'y a pas très longtemps qu'ils ont souscrit à une initiative complètement farfelue qui vise à les, entre guillemets, les désenclaver via l'Atlantique, en l'absence du débouché naturel qui est la Mauritanie. Donc, alors que ces pays ont pour coutume, pour avoir accès à l'Atlantique, de passer soit par le Sénégal, soit par le Bénin, soit par le Togo. Ou la Côte d'Ivoire. Ou la Côte d'Ivoire, carrément. C'est clair. Ou vers la Méditerranée via l'Algérie. Exactement. Qui est le chemin le plus court. Maintenant. Et en plus, elle est faite, cette proposition dont vous parlez, elle a été faite par le Maroc, qui n'a aucune frontière avec le Sahel. Raison de plus de traiter cette initiative de farfelu. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un document américain qui date de l'automne 2023 et qui définit la nouvelle stratégie américaine à l'égard des pays africains atlantiques. Donc de la façade atlantique. Et on voit qu'il y a une préférence vers les États de l'Afrique de l'Ouest qui ont une façade atlantique. Et on se rappelle que il y a quelques mois, la dernière tournée africaine d'Anthony Blinken l'a conduit au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Angola. Donc 4 pays africains qui géographiquement se situent sur l'Atlantique. Et je crois que c'est l'un de ces pays-là qui recevra probablement la base de drones, base américaine, enfin la base de drones après le déménagement d'Agadez. Exactement. Oui. Et on voit maintenant qu'il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest dits utiles et les autres pays dits inutiles. Dans la deuxième case, on retrouve les 3 pays de l'AES. Le Tchad qui est dans d'autres logiques en rapport avec l'équation soudanaise. Vous pensez que ces 3 pays pourraient être abandonnés à leur sort par les Occidentaux et particulièrement par les Américains? Ceci n'est pas à exclure. D'autant plus si les Russes et les Chinois prennent pied. Donc tous les scénarios sont possibles. D'accord. Très bien. Écoutez, Ahmed Kateb, je crois que nous avons consommé le temps imparti à l'émission et au thème de ce matin. J'espère avoir le plaisir de vous recevoir pour un prochain numéro de l'événement du Sahel. Je l'espère aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ahmed Kateb.
Alors c'était donc le mot de la fin. Nous arrivons, chers amis auditeurs et auditrices, au terme de cette émission qui a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. L'émission a été réalisée par Hassiba, à la barre technique il y avait Linda. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Merci de nous avoir suivis. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.